Toujours remettre son coussin avant de commencer une vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait quelques temps que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne. J'ai sorti mes 2 dernières démos au cours du mois de septembre-octobre, mais ma dernière vidéo où je vous explique des trucs, elle date quand même du mois d'avril. Alors ouais, je sais, en termes de régularité, c'est pas trop ça. Mais finalement, c'est en rapport avec le sujet du jour parce que aujourd'hui, je compte vous parler de freelance. C'est-à-dire que moi, je suis travailleur freelance depuis maintenant 5 ans. Comme c'est ma source principale de revenus, je passe beaucoup de temps à travailler pour des clients. Et dans les phases où je travaille beaucoup pour des clients, j'ai moins de temps pour faire des vidéos sur cette chaîne. Je me dis que... Je sais pas si vous entendez les travaux du voisin qui démarre pile à ce moment-là. Et du coup, comme ça fait 5 ans, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un point dessus, pour vous raconter ce que j'en retire, les avantages que j'y vois et les inconvénients aussi. Et j'espère que ça vous aidera si vous êtes dans une situation un peu similaire à la mienne ou si vous vous demandez si c'est intéressant d'être freelance plutôt que salarié, etc. Et j'espère que de manière générale, mon expérience va pouvoir vous aider. Alors, pour commencer, déjà, freelance, qu'est-ce que c'est ? Être freelance, c'est pas un statut. Les freelances, ça désigne plutôt tous les travailleurs indépendants qui vont vendre leurs services à des clients, ça peut être des particuliers ou des entreprises, et qui pour être payés vont leur faire une facture. C'est surtout pas à confondre avec le statut qu'on va avoir, puisque en fait freelance, voilà, c'est un mot un peu fourre-tout, un peu flou pour tous ces travailleurs indépendants, mais tous les freelances n'ont pas le même statut, c'est-à-dire qu'on peut avoir une micro-entreprise, on peut avoir une SARL, une SAS. Pareil, on peut être représenté par une chambre des métiers et de l'artisanat, par une chambre des commerces et de l'industrie, on peut être représenté, je crois, par la maison des artistes, par l'AFDAS. Donc, il y a tout un tas de statuts juridiques qui ont des avantages fiscaux. Bref, moi, je suis pas là pour vous parler de ça, je suis là pour vous parler de ce rapport d'indépendant par rapport à un client et ce que ça apporte de bon comme de mauvais. Alors, pour faire un petit historique, du coup, moi je finis mes études en juin 2015 et puis en 2016, je sais pas trop quoi faire, j'hésite à devenir intermittent du spectacle, mais j'ai pas vraiment de travail. Enfin bref, c'est un peu compliqué et après beaucoup de réflexion, j'ai décidé de créer ma micro-entreprise en janvier 2017. Si j'ai décidé de faire ça dans mon cas, moi qui travaille dans l'audiovisuel, c'est parce que le travail intermittent me semblait assez compliqué à obtenir dans un premier temps. Et puis il y a tout un système où il faut faire ses heures pour être ensuite indemnisé les jours où on ne travaille pas. Il y a des fiches de paie, du coup, avec des cotisations salariales et des cotisations patronales. Et moi, en fait, ce que j'avais envie de faire, c'était de facturer le plus possible, prendre tout l'argent, le gérer moi-même, et voilà. Voilà. J'ai toujours eu en fait cette manière de penser et de voir les choses que je préfère avoir tout l'argent qui arrive chez moi et après je le gère comme je veux. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, il y a peut-être des experts qui me diront « Ah mais non, parce que tu cotises pas pareil, etc. » Bref, moi je voulais ça, et puis c'était aussi la simplicité pour commencer. Et du coup, la première chose qui m'a fait décider d'être freelance, c'est que pour moi c'était très important de dégager du temps pour mes projets. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'écris des films, des courts-métrages, je fais aussi ces vidéos YouTube sur mon temps libre. Je voyais cet avantage de pouvoir dire oui ou non à une mission en fonction de ce que je voulais sortir et des projets que j'avais à côté et qui restaient ma priorité, quoi. Mais dans la réalité des choses, en fait, ce qui se passe, c'est pas un très bon move de refuser du travail quand on t'en présente, parce que si on refuse un travail, une mission, le client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se tourner vers quelqu'un d'autre. Et si jamais plus tard, il a un même type de besoin, il a besoin de nos compétences, il va plutôt faire appel à ce quelqu'un plutôt qu'à soi. Je m'embrouille un peu dans les pronoms, mais c'est clair, je pense ce que je dis. En fait, moi je trouve que c'est toute la complexité, la difficulté en fait du travail freelance, c'est cette gestion du temps pour pouvoir à la fois accepter du travail pour pouvoir garder ses clients et en même temps gérer tout ce temps qui est si important pour
pour faire ce qui nous tient à cœur. Au-delà de ça, il y a l'aspect financier, bien sûr. Ce qui est génial en tant que freelance, c'est qu'on peut fixer ses prix. Donc bon, il y a toujours une compétitivité, un marché, il faut pas être trop cher, il faut pas être trop peu cher, il faut pas casser les prix. Mais du coup, voilà, forcément, il faut gérer cet aspect financier. On a beau démarcher, essayer d'avoir du travail et des missions. En fait, il y a des mois où il y a beaucoup de demandes, du coup, on travaille. Il y a des mois où il n'y a pas de demande ou très peu de demandes et on travaille peu. Il faut réussir à jongler encore une fois, de manière à ce que l'argent rentre pour que les mois où on a moins de travail, on a un peu de trésorerie derrière et qu'on puisse toujours payer ses factures et son loyer. Personnellement, je suis encore en train de chercher le bon équilibre du coup entre projet perso et travail freelance. Ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure du temps, j'arrive à trouver quelque chose qui me va. Et ce que je vois, c'est que petit à petit, je m'y retrouve financièrement. C'est-à-dire au tout début de mon activité, j'avais tendance à faire des tableaux, à essayer de me projeter, de dire j'ai besoin de facturer tant par mois, etc. Puis il est arrivé un moment, au bout des 5 ans, où j'ai remarqué que l'argent rentrait régulièrement, que je m'en sortais au niveau des factures, et j'ai commencé un peu à lâcher la pression. C'est comme ça de toute manière qu'il faut fonctionner. Au début, il faut calibrer les choses, et petit à petit, ça finit par aller tout seul et être plus fluide. On dit ça, sur ces 5 ans, il y a eu la période de 2 ans de Covid au milieu. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais heureusement que il y a eu en France des aides de l'État qui ont permis de rester un minimum à flot. Donc maintenant que le travail a repris, je retrouve un peu cet équilibre que j'avais commencé à mettre en place avant et qui arrive à tenir à peu près au fur et à mesure du temps. Alors maintenant, j'aimerais un peu plus parler des différences qu'il peut exister entre le travail freelance et le travail salarié. On a cette image un peu biaisée que le salarié va donner 5 jours sur 7 de sa semaine à un patron ou une entreprise et qui va être dans un rapport de subordination assez fort, c'est-à-dire qu'il va être obligé de faire tout ce que lui dit son patron, alors que le freelance va pouvoir gérer plus son temps et être dans un rapport de négociation, disons, plus équilibré avec son client. Dans les faits, quand on est freelance, si on fait pas gaffe, on peut travailler tout le temps. C'est-à-dire que quand on est salarié, certes, on donne beaucoup de son temps à une boîte et on est obligé généralement d'être là à 9h et de partir à 18h. Mais il existe quand même des conventions qui font que de manière générale, on ne dépasse pas trop sur nos heures et que ton patron ne peut pas te demander n'importe quoi parce qu'il y a des lois qu'il doit respecter. Quand tu es freelance, à part un devis, il n'y a pas vraiment de contrat qui te lie à ton client. Donc si le client a dit c'est tel deadline et qu'il a des retours à faire jusqu'au dernier moment, croyez-moi, il n'hésitera pas quoi. Et c'est tout un travail à faire sur soi pour être capable de dire non à des moments pour pas trop se faire bouffer par son client. Et quand je dis ça, c'est toujours par rapport au fait que si ton client est pas content, il fera plus appel à toi et que on a envie de garder son client pour pas avoir des grosses galères financières. Et du coup, on peut croire que quand on est freelance, le rapport de négociation est plus équilibré avec son client, ou du moins qu'on est plus proche de son client, que le travail peut être plus fluide par rapport à des entreprises où il y a une grosse hiérarchie. Dans les faits, en tout cas moi dans mon cas, dans le travail freelance, j'ai souvent remarqué que on arrivait à des aberrations en termes de hiérarchie qui pouvaient parfois pas planter, mais ralentir complètement un projet et l'empêcher d'avancer. Moi, dans mon cas, du coup, je vends mes services soit pour filmer, soit pour faire du montage, soit pour faire de la 3D et de la post-production. Et j'ai remarqué souvent dans les projets de post-production plutôt, que du coup, moi, je suis un freelance qui travaille avec un réalisateur. Tous les deux, on est géré par une boîte de production. Et cette boîte de production est en lien avec une agence qui va gérer, je sais pas, l'événement ou toute la direction artistique d'un projet, donc d'un client. Donc l'agence est en rapport avec le client. Donc moi, en gros, si j'ai une demande à faire au client, par exemple, ça m'est arrivé sur un projet où je devais faire des cellules en 3D et on se questionnait sur la forme des cellules. En gros, il y avait plusieurs choix possibles. Et moi, j'ai proposé une forme et j'ai dit oui, mais il existe aussi d'autres formes. Est-ce que vous voulez pas changer?
Du coup, en fait, moi, j'ai fait mon retour au réalisateur. Le réalisateur en a parlé à la boîte de production. La boîte de production a dû en parler à l'agence. L'agence a dû en parler au client. Et comme c'était une énorme boîte américaine, ils ont dû tous se réunir dans une salle pour dire on fait ci, on fait ça. Et pour avoir la réponse à ma question, ça a mis un mois. Un mois juste pour dire est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on part là-dessus? Et en fait, je trouve que ouais, en tant que freelance, t'arrives souvent sur des projets comme ça où tu dois t'adapter au fonctionnement en place avec plein d'intermédiaires. Et parfois, j'ai juste envie de dire mais passez-moi le client. Et parfois c'est possible, parfois c'est impossible. Mais voilà, du coup, ce que moi, au-delà de ça, j'adore avec le freelance, c'est que ça me permet de voir plein de projets différents. Vraiment, j'ai fait plein de choses avec des manières de travailler différentes en fonction des boîtes, en fonction des collaborateurs que j'ai. Et moi qui ai surtout pas envie de me retrouver derrière un bureau pour faire un travail un peu plan-plan et un peu toujours la même chose, il y a ce côté sur un nouveau projet, je pars un peu à l'aventure et je découvre complètement. Donc parfois ça se passe super bien, parfois ça se passe moins bien, et comme je dis, je travaille jour et nuit, et voilà quoi. Et puis j'en arrive au bout de 5 ans, donc presque 6, puisqu'en janvier 2023 ça fera 6 ans, et je me suis questionné à quelques reprises sur est-ce que je continue de faire ça? Est-ce que je garde le même statut? Et en fait, moi, ça me plaît toujours autant de travailler avec différents clients, avec différentes boîtes, pouvoir un peu gérer mon temps comme je veux, gérer mes tarifs, etc. Personnellement, quand même, je suis toujours en recherche de cet équilibre parce que j'ai plein de projets que j'essaye de développer et il y a cette frustration toujours de ne pas arriver à le faire aussi vite que je le veux. C'est encore à chercher, c'est encore à trouver, c'est aussi, même pour le rythme de ces vidéos, trouver une manière de travailler qui me va, ce qui n'est pas forcément simple à trouver. Tous les youtubeurs ne travaillent pas de la même manière. Ça fait bizarre de me considérer comme un youtubeur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que peut-être vous avez appris des choses, peut-être que ça vous a conforté dans certains de vos choix, ça vous a questionné sur d'autres choses. Je sais qu'on me demande beaucoup à ce que je revienne à du Houdini et de la 3D dans mes vidéos. Je vais en faire, vous inquiétez pas. Moi, ma chaîne est toujours orientée sur la créativité, des conseils vidéo et des conseils de post-production d'effets spéciaux. Mais du coup, j'aime bien quand même parler de ce genre de sujet parce que quand on est créatif, on est souvent indépendant quoi, dans notre monde actuel, en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Alors si vous avez des retours d'expérience de comment ça peut se passer dans d'autres pays, n'hésitez pas, vous avez quelques billes à nous donner, quelques tips. J'ai l'impression d'avoir 80 ans quand je dis billes. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Je prends toujours beaucoup de plaisir à échanger avec vous et lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à en mettre. Allez, ciao!